Bref, avançons, on peut passer à d'ailleurs Isaiah Hartenstein, si tu veux bien. Notre deuxième joueur du jour, Isaiah Hartenstein, 25 minutes par match, on va y revenir. 25 minutes par match en moyenne, 75 matchs, 116 de true shooting plus, donc 16% plus efficace que la moyenne NBA. C'est la folie, là aussi, on va y revenir. Sur un usage très modeste de à peine 12% au niveau du scoring, un peu plus si on inclut le passing. Et pour te lancer, on est vraiment sur la saison de l'explosion pour le bien-aimé Isaiah Hartenstein. Ah, complètement, on est sur la saison d'un chouchou. J'adore ce que fait Hartenstein. Il fait partie de ces joueurs qui coche plein de cases et dont j'ai la sensation que chaque minute qu'il passe sur le terrain, il fait des choses positives qui se voient pas forcément dans des box scores ou dans des stats d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il est en permanence positif pour son équipe. T'en as parlé du 25 minutes par match, jusqu'à la blessure de Mitchell Robinson, il joue 15-18 minutes en moyenne jusqu'à donc j'étais en décembre. Et une fois que Mitchell Robinson n'est plus là, on est plutôt sur du 35 minutes par match. Et quand Mitchell Robinson revient, ça rediminue un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il a un si faible temps de jeu. Par contre, il a été là énormément, 75 matchs dans l'année. C'est un tout petit volume offensif, le true shooting plus, il est énorme, mais c'est un tout petit volume. Il a une excellente efficacité. Je le trouve, c'est le genre de joueur que je trouve en permanence en mouvement. Quand il pose pas un écran, il va flasher, ou alors si il joue un off avec Jalen Brunson, il va directement reposer un écran ou rouler vers le cercle. En fait, toujours en activité, et je trouve ça proprement génial. Je pense qu'il pourrait apporter dans n'importe quelle équipe de NBA. Plutôt très bon à la passe aussi. Donc j'ai parlé des end-off avec des très bonnes poses d'écran. On peut le mettre au poste haut, il peut trouver des mecs qui cut, des choses comme ça. Donc là vraiment excellent. Son seul truc négatif que j'ai trouvé à dire sur lui cette année, c'est les pertes de balles, parce qu'il y en avait énormément. Il avait 17% de turnover percentage, c'est énorme. Par contre, vraiment même en défense, je le trouve vraiment excellent. Tu as sorti souvent la stat, j'ai l'impression de l'avoir entendu plein de fois, mais block percentage, steal percentage au-dessus de 2%. Beaucoup de rebonds offensifs. C'est une machine à te créer de nouvelles possessions pour ton équipe. Donc ça, c'est vraiment génial. Autant il va avoir un tout petit volume au scoring, autant il te fait gagner tellement de possessions que je pense qu'en fait ça a une valeur énorme pour n'importe quelle équipe. Et tout ça en demandant très peu de ballons. Donc je trouve que c'est vraiment un joueur assez génial. C'est vrai que dire de plus qu'on n'a pas déjà dit, enfin que j'ai pas déjà dit sur Hartenstein. J'ai fait beaucoup de podcasts récemment sur lui. On va essayer de pas se répéter. Tout de même, ce qui est un peu important à dire dans notre classement, où on essaie de prendre plutôt en compte des titulaires, des gros titulaires. Donc il y a un peu un critère officieux de minutage. Et donc voilà, on prend minimum, on a dit 28-29 minutes, donc des titulaires. Donc lui, il est à 25 sur l'année. Sauf que ça rend peut-être pas hommage à sa vraie saison entre guillemets, puisque en fait il joue très peu au début, comme tu l'as dit, jusqu'en décembre, à la blessure de Robinson. Et en fait, si on prend après le 20 décembre, donc toute la deuxième partie de l'année, en fait il a 28 minutes par match, donc un rôle de titulaire, hein. Bon, pas un gros titulaire, mais un rôle de titulaire, 28 minutes par match sur 50 matchs. Donc ça fait quand même une grosse saison de temps de jeu de titulaire, une bonne partie de l'année. Il y en a certains qui ont un truc un peu équivalent, donc voilà un peu pour ça. Et les chiffres moyens de la saison reflètent pas forcément cet impact, mais c'est vrai que pour le coup, tu vois, l'usage aussi, l'usage est très modeste, mais c'est parce que c'est un usage de scoring finalement, et son impact va bien au-delà de seulement les tirs qu'il prend. Donc c'est aussi comme ça que on peut expliquer son importance dans le jeu, alors que son volume de responsabilité a pas l'air si grand que ça. Et bon, il y a un truc que tu as déjà un peu dit au niveau du filtrage, du playmaking défensif. Effectivement, c'est le seul de NBA à faire plus de 2% de steal et 2% de bloc, hein, ou des trucs comme ça. Bref, on va pas se répéter encore une fois, mais c'est un créateur défensif de très très haut niveau. Donc par rapport au jeu des possessions, c'est génial. Mais l'autre filtrage qui est assez marrant, c'est quand on combine un peu méga efficacité. Donc j'ai pris plus de 1,35 points par tir. Tu prends 1500 minutes sur la saison minimum. Tu prends un certain ratio de playmaking, une certaine tendance à faire des passes par rapport à son nombre de ballons. Tu combines tout ça, donc beaucoup de passing, beaucoup d'efficacité et un certain volume de responsabilité. C'est le seul joueur de NBA qui répond à ces critères qu'on peut fixer. Bon,
parce qu'en fait il est extrêmement efficace. Donc le critère de 1,35 points par tir, c'est un critère extrêmement élevé et il a fait une saison d'efficacité qui est géniale. Donc c'est un peu le seul qui ressort. Si tu descends légèrement, bon, tu trouves des joueurs un peu comme Nikola Jokic, voilà, qui le rejoignent un peu dans ce groupe des mecs efficaces qui font beaucoup de passes. Donc non, mais c'est un peu pour le fun fact, mais effectivement c'est un peu pour décrire son profil et sa polyvalence extrême en fait. Il y a pas que des dunks, en plus, on faut pas penser que c'est que des dunks. Je sais pas comment tu appelles ça, des petits push shots là à 3-4 mètres. Ça, il est vraiment très bon. Je crois qu'il est à 55% sur les short mid ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, il est excellent, hyper adroit pour un joueur qui n'a pas de tir entre guillemets. Finalement, le seul compromis que je vois à ce mec-là, c'est qu'il a pas de tir. Oui. Mais d'un autre côté, les pivots qui ont un tir respectable à 3 points, il y en a finalement très peu en NBA. Donc ça, pour moi, c'est ce qui te fait passer ces joueurs-là, ces pivots-là dans une autre stratosphère. Mais c'est pour moi quasiment un des seuls compromis parce que défensivement, il est excellent. Il fait partie de ceux qui font perdre le plus d'efficacité adverse proche du panier, à moins 11%. Donc vraiment. J'ai pas grand chose à lui demander. J'espère que il va continuer comme ça, parce qu'il est pas si vieux que ça, il doit avoir 25, 26 ans. C'est vraiment assez, dans les role players, pour moi, c'est presque le top du top des role players, en fait, chez les intérieurs. Ouais, puis il y a ce côté passing et finalement organisation du jeu aussi. On t'a parlé un peu de la finition avec ce toucher et ses push shots, mais le jeu dribble and off qui s'organise autour de lui, et plus que dribble and off, même le pick and roll, très simplement, hein, cette pose d'écran, le côté Gortat screen en fin de pick and roll, enfin plein de trucs où c'est un peu un partenaire idéal. Et puis on n'a même pas encore trop développé, hormis le playmaking défensif, mais la défense d'élite aussi, en termes de polyvalence en attaque, mais aussi polyvalence en défense, je trouve, où c'est un mec qui peut faire beaucoup de mobilité sur les pick and roll, qui peut faire des drops, qui peut faire des edges, qui peut faire des switches un peu occasionnellement, qui est en plus un QI basket et une attention de tout instant qui est quand même assez admirable. Et puis, je pense aussi un peu sous-estimé en termes de protection de panier. Pour le coup, on va pas ressortir les chiffres comme d'habitude, mais il est top 5 en termes de perte d'efficacité infligée au panier. Il est top 5 ou 6e, je crois, un truc comme ça, parmi les gros volumes. Donc, clairement, un niveau d'élite de perte d'efficacité infligée au panier. Il est au milieu de Gobert, Chet Holmgren, que Walker Kessler, que des mecs comme ça, donc que l'élite de l'élite. Et ça aussi, tu vois, je pense que c'est un truc un peu sous-estimé, à mon sens, sur la saison. Et tu vois, plus globalement, il y a deux aspects pour moi qui est que, pour certains, il y a un peu ce truc de, ok, il est bon, mais parce que le titulaire s'est blessé. Donc c'est juste qu'il a eu plus de minutes, mais je pense peut-être certains passent à côté de à quel point on a affaire à un mec qui est bon, en fait, hein, qui est vraiment impactant. Et c'est pas que le fait que Robinson soit blessé. Et deuxièmement, c'est vrai que malgré les bonnes promesses qu'on avait pu voir, un peu par touche, par-ci par-là, c'était pas non plus donné, quoi. C'était pas non plus automatique que, oui, tu vas monter le curseur depuis 20 minutes par match à 30 minutes par match d'un coup, et puis ça va marcher, et puis il va être star, quoi. Enfin, si ça avait été à ce point évident, quelqu'un l'aurait fait avant, quoi, pour le coup. Donc, je veux dire, il faut aussi lui donner du crédit dans ce côté. Ouais, vas-y, on te donne plus de cartouches, mais il faut aussi arriver à convertir toutes ces occasions en plus, quoi. Et passer de statut et garder le niveau, même devenir meilleur sur plus de temps de jeu, plus de responsabilités, c'est pas non plus automatique. Donc ça aussi, je pense qu'il faut un peu lui donner du crédit là-dessus, quoi. Il faut avoir à l'esprit que New York, ils ont bien mieux performé avec lui sur le terrain qu'avec Mitchell Robinson cette année, hein. Les on-off et tout sont vraiment assez spectaculaires, en sa faveur. Mais je pense parce que du fait qu'il participe plus au jeu, je pense que Mitchell Robinson est très vraiment de rim protection, rim run et très peu d'autres choses. Et c'est là où on voit toute la valeur, pas forcément chiffrée d'un Hartenstein, mais de cocher plein de petites cases en permanence, de faire plein de petites choses, la petite interception, et tous ces jeux d'écran, de choses comme ça. Je pense qu'on est sur une autre planète par rapport à Mitchell Robinson, plus unidimensionnel finalement. Ouais. Tu vois, moi quand rebond, il est pas forcément élite, mais il est excellent. Enfin, tu vois, et je le trouve, en fait, c'est horrible, tu vas pas trop aimer ça, mais c'est un bagarreur. Moi, à chaque fois que je le jouais, quand on joue quand même pas mal les Knicks, je le trouve pénible parce que tout le temps là, il te harcèle en permanence sur de l'énergie, sur très dur aussi à bouger, pour avoir vu pas mal de phases sur des gros pivots, il tient le coup largement, quoi, en défense de post-up aussi notamment. Effectivement, plein de choses à dire. Bon, on va pas refaire à 40 minutes comme on a fait récemment
sur le podcast de OKC, mais donc voilà, grosso modo, pour son profil, on est d'accord. Et donc maintenant, la partie compliquée, c'est où est-ce qu'on l'insère dans le classement, alors, Vince? Je suis devant. Il passe jamais Derrick White. Il y a Jarrett Allen juste en dessous. Je pense qu'il est quand même en dessous de Jarrett Allen. C'était le duel pour moi aussi, ouais. C'était le point de repère, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à Jarrett Allen. Bah, au-dessus, en dessous, tu fais comme tu veux, mais la zone me va bien. Et je pense qu'il est plus impactant qu'Aaron Gordon. Oui, je pense aussi, de par l'importance du pivot et notamment du pivot défensif. Pour moi, c'est effectivement, je pense que devant Gordon, qui est 19, ça me va de le mettre devant Gordon. Mais alors ensuite, c'est jusqu'où est-ce qu'on va tout court d'ailleurs. Jusqu'où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on dépasse Jarrett Allen ou pas, qui est juste devant? Est-ce qu'on va plus haut ou pas? Je ne sais pas. Jamais de la vie, il y a Derrick White. Là, c'est de l'affect qui parle. Là, je me battrai, monsieur. Non, alors, tu sais quoi, par contre, dans mes notes, plus je voyais faire de petites choses, j'avais dit, je m'étais noté, c'est une espèce de Derrick White du poste de pivot. Dans le côté, toujours plein de bonnes choses en permanence sur le terrain. Ouais. Mais bon, Derrick White a quand même un autre volume de responsabilité, notamment. Bon, le truc, c'est quand même, il y a quand même un groupe de créateurs devant lui, de créateurs un peu au volume. Donc, on a Derrick White, ok, mais surtout après, on a DeRozan, Maxey, Jamal Murray, Desmond Bane. Ça commence déjà à taper dans le créateur. Alors, pas génial, mais créateur à gros volume. Donc, c'est un peu compliqué de le faire passer devant ça, surtout que. Mais déjà, la zone Jarrett Allen, elle est déjà, l'année dernière, il y était dans le top 100? Même, je pense pas. Jarrett Allen? Ou Hartenstein? Hartenstein. Ah non, il était pas du tout, non. C'est-à-dire, le mec, il va faire une entrée, certainement, assez tonitruante dans le classement, déjà. Ouais, non, mais c'est, déjà, je me rends pas compte par rapport à Allen. Allen, je trouve vraiment excellent, et je pense qu'il fait une très bonne saison, en plus. J'aurais envie de le mettre devant. Sur le côté, le niveau de jeu en fin de saison, parce que c'est un Jarrett Allen, mais peut-être encore plus fonctionnel sur le passing, etc. Qui n'a pas le shoot, hein, c'est un peu la même faiblesse en termes de spacing, qui a aussi un peu le même profil, protecteur de panier, plus mobilité un peu sous-estimée, etc., etc. Et je trouve que le passing est un peu plus fonctionnel, mais on va dire que par rapport un peu au malus de, bon, t'as pas fait non plus une saison entière, peut-être ça peut s'entendre de le mettre juste derrière Jarrett Allen, alors peut-être. Je me prononce plus. Moi, j'ai mis un veto sur White, tu fais ce que tu veux. Bon, mettons-le, on peut le coller à Jarrett Allen alors. On peut faire ça. Jarrett Allen et Isaiah Hartenstein, mettons-les ensemble. Ok. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 26 novembre 2023 et c'est tout simplement un contre sur une tentative de poster dunk de Devin Booker qui a été renvoyé chez lui par un contre de Isaiah Hartenstein qui est sur le terrain. Es-tu capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce contre spectaculaire de Isaiah Hartenstein? Donc, Devin Booker, Bradley Beal, il avait attaqué saison, peut-être pas? Non. Kevin Durant? Pas sur le terrain, non. Wow, ça va être chaud. Nurkic? Nurkic n'est pas sur le terrain, non, c'est pas lui. Oh là. Drew Eubanks, il jouait au Suns. Tout à fait. Drew Eubanks. Peut-être le backup. Josh Okogie? Non, pas Josh Okogie. On a quelqu'un qui d'ailleurs depuis est reparti. Il a été échangé, qui à la base venait de Washington, un arrière défensif très très puissant. Il a fait Phoenix, il a été échangé, je crois, à Memphis. Je crois qu'il a signé aux Lakers là. J'ai l'impression d'avoir cité tous les Suns déjà. Hein. C'est compliqué celui-là. Avec lui, c'est une bonne victoire. Jordan Goodwin, d'accord. Exactement, Jordan Goodwin, magnifique. On a quelqu'un d'un peu petit. Nassir Little. Exactement, Nassir Little. Je vois que tu as bossé ton anglais. You speak very well. Et puis, restons dans l'anglais. Quand quelqu'un veut être comme quelqu'un d'autre, on dit c'est un. Et, lui, il veut lui ressembler. C'est un wannabe. Ça te parle, ça? Un wannabe? Non, je l'ai pas. Non, c'était Yuta Watanabe. C'était une allitération. C'était une allitération Yuta Watanabe. Bon, un peu compliqué celui-là. Et côté Knicks alors? Donc Hartenstein, Brunson. Pas Brunson, non, pas sur le terrain. DiVincenzo. Oui. Josh Hart. Oui. Ça serait pas de bol, il est tout le temps sur le terrain. Il devait pas être blessé, l'ami Randle. Je crois qu'il joue ce match. Parce que Booker lui met un buzzer beater sur la tête, mais il est pas sur le terrain à ce moment-là. Mais il est pas sur le terrain. Je rappelle que nous sommes le 26 novembre. Et donc oui, il doit y avoir Quickley peut-être. Exactement, et du coup, RJ Barrett. Okay. Exactement, RJ Barrett.